J'étais un homme d'image, je voulais faire de l'image. J'ai fait des films comme directeur photo, j'ai fait 2 longs métrages comme directeur photo, plein de courts métrages, j'ai fait l'école. Bon. Et puis le hasard m'a amené à expérimenter les effets spéciaux, aussi bien du côté de la post-prod, puisqu'on m'a proposé de travailler en post-production optique. Hein. À l'époque, c'était ce qu'on appelait la truca, bon, les bantites, la truca, des choses très concrètes, optiques. Et d'un autre côté aussi, en tant que chef opérateur, j'ai eu beaucoup de propositions sur des deuxièmes équipes pour faire des deuxièmes équipes, soit comme chef opérateur, soit même comme réalisateur. Et en deuxième équipe, à l'époque en tout cas, on avait à faire des choses que personne d'autre ne voulait faire, et en particulier les trucs qui concernent les effets spéciaux, les explosions, les bagnoles, les avions, tous les trucs un peu anormaux, si je puis dire. Au départ, il y avait l'envie de faire de l'audiovisuel, mais à l'époque, les filières, c'était des choses qui étaient très techniques. C'est-à-dire qu'en gros, il fallait passer par soit une prépa, type maths sup, maths spé, ou alors un doc sciences, ou alors faire de l'électronique en DUT. Et donc j'ai essayé, bien qu'étant plutôt un littéraire. Ça m'a beaucoup intéressé, mais quand même, c'était pas mon truc. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais partir dans la communication, et puis par la communication, je rattraperai l'audiovisuel. Puis ça me semblait une évidence totale hein, à l'époque, genre facile, quoi, pas de problème. Je viens de la campagne, j'ai vu mon premier film au cinéma très tard. Voilà, j'ai pas été familier avec le cinéma depuis mon enfance. Voilà, bon, il se trouve que quand j'ai découvert le cinéma à l'adolescence, c'est quelque chose qui m'a captivé comme spectateur. Moi, j'ai fait des études d'informatique. À l'époque, était un petit peu nouveau aussi. Là, on parle de la fin des années 70, début 80. Et puis après, j'ai commencé à travailler en informatique et j'ai trouvé ça un peu ennuyeux. À un moment, il m'a fallu choisir entre les deux métiers, très clairement, puisque j'avais du travail comme chef opérateur et du travail comme superviseur d'effets. Et à un moment, j'ai choisi les effets spéciaux au détriment de l'image. Ce qui peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. C'était dans les années début des années 80. Donc ça m'a été utile pour amener le numérique dans le cinéma, d'être moi-même natif du cinéma, donc de connaître le vocabulaire, la culture du cinéma, ce qui m'a permis d'avoir la confiance des gens du cinéma pour leur apporter petit à petit certains éléments qui pour eux étaient exotiques ou nouveaux. J'ai décidé de venir à Paris pour essayer de faire du cinéma. Donc je me suis installé, je me suis vite rendu compte que ma petite expérience de court-métragiste en province, elle n'était pas du tout reconnue ici. Et en fait, le seul biais que j'ai trouvé, c'était par rapport au début de l'image de synthèse. Je pense qu'à une époque, j'ai même été le seul superviseur d'effets spéciaux en France, donc forcément le meilleur. Hein. Et oui, ça n'existait que très peu. Il y avait très peu d'effets spéciaux, il n'y avait pas de superviseur d'effets spéciaux freelance. Il y avait quelques sociétés qui faisaient des effets spéciaux optiques, et c'était quand même assez limité. Donc effectivement, ça a été une époque intéressante au cours de laquelle on a inventé les outils au fur et à mesure qu'on en avait besoin. J'ai un de mes potes sur Paris qui m'a dit, bah écoute, là on cherche, est-ce que ça te dirait de bosser pour la télé sur Paris? Et donc j'ai dit, bah ouais, on y va quoi. Donc voilà, je suis arrivé sur Paris, donc j'ai fait de la télé. À l'époque, c'était une boîte qui produisait Arrêt sur image, C'est pas sorcier, pas mal d'émissions, on faisait de l'habillage. On faisait aussi de la muséographie, du CD-ROM, du web, c'était un peu les tout débuts, hein, vers 97-98. Et puis j'ai commencé à faire du matte painting pour de la pub. Et puis après quelques années de publicité, j'ai d'autres potes qui m'ont dit bah, dis donc, au fait, on cherche quelqu'un pour superviser une équipe compositing pour une séquence d'un long métrage, est-ce que ça te dit? J'ai dit bah ouais, ça m'intéresse. Et donc voilà, et puis là j'ai commencé à collaborer avec Micros. J'ai fait de la pub et du cinéma pendant quelques années, puis au bout d'un moment on s'est dit qu'il fallait développer le cinéma, donc enfin voilà. Après voilà, le truc s'enchaîne, c'est-à-dire que d'un côté, moi je perdais un peu la main sur les machines, les logiciels allaient, en plus ils changeaient, enfin, ils s'amélioraient à l'époque, donc tout d'un coup tu dis ah oui mais celui-là je suis même pas rentré dedans, donc voilà, donc à un moment je me suis plutôt retrouvé en amont, donc sur les préparations, sur les tournages. Il y a aussi le fait que moi j'ai pas
j'allais dire j'ai pas peur, mais au-delà de ça, pour moi c'est important de connaître les chiffres. C'est-à-dire je ne saurais pas faire un film si j'ai pas idée du budget. Le fait de pas avoir peur de cette histoire d'argent et même d'en avoir besoin, ça a fait que je me suis retrouvé plus facilement à faire des devis, et faire un devis, c'est pas simplement un truc technique, on dit tiens, je vais vendre ça 1000 €. Faire un devis, c'est réfléchir, qu'est-ce qu'on fait dans ce plan? Combien de temps ça prend? Qu'est-ce que ça met en œuvre derrière? J'ai besoin d'un graphiste pour faire du tracking, j'ai besoin d'un graphiste pour extraire le fond bleu. Mais je sais que là, peut-être on n'aura pas de fond bleu, donc peut-être j'ai besoin de quelqu'un pour faire la rotoscopie. Voilà, il faut avoir une vision presque au plan par plan de combien de temps on va passer pour arriver à faire ce plan. Et à un moment, il y a une ligne ou une page ou 3 pages du script que on ne sait pas faire. Voilà. Et là, à ce moment-là, on appelle le superviseur d'effets spéciaux. Et lui, il va proposer des solutions. Il ne va pas forcément résoudre les problèmes. Il va offrir des solutions, essayer d'imaginer des solutions, proposer des méthodes pour obtenir cette image que le metteur en scène a écrit ou qu'il a en tête et qu'on ne peut pas faire simplement en filmant des événements réels qu'on met devant la caméra. Il s'agit de faire, de filmer ce qu'on ne sait pas filmer en vrai. Alors, bien sûr, la première réaction de la personne en face, c'est de dire « Ah oui, les dinosaures, les soucoupes volantes et tout ça. » Oui, ça, c'est 5%, 10% de notre métier. La plupart du temps, c'est aller effacer l'avion qui passe, la ligne électrique, la borne de Vélib. Voilà, c'est des choses beaucoup moins sexy la plupart du temps. Le superviseur, en tant que chef d'orchestre de l'opération effets spéciaux, il intervient sur l'ensemble du film, d'un bout à l'autre du film, depuis la préparation jusqu'à la finition. C'est aussi un des intérêts de ce poste-là. C'est un des seuls postes où on est présent d'un bout à l'autre du film. Son travail est différent selon qu'on est en préparation, selon qu'on est en tournage ou qu'on est en post-production. Le superviseur, c'est un peu le contremaître d'une équipe de graphistes, puisque de plus en plus aujourd'hui, il y a souvent un grand nombre de plans sur les films, donc ce n'est pas un graphiste tout seul, mais c'est une équipe de graphistes avec des postes, des spécialités, des spécialisations. Donc il y a des graphistes en 2D, en 3D, des modeleurs, des gens qui s'occupent de la lumière, d'autres qui s'occupent des textures, d'autres qui s'occupent de l'animation, d'autres qui s'occupent du compositing. Donc c'est quand même une vraie équipe qui est structurée, qu'il faut faire travailler dans un certain ordre. Il y a vraiment 3 pôles, c'est-à-dire on parle d'argent, c'est un film, ça coûte cher, on parle forcément d'argent. On peut se dire non, l'argent c'est pas pur, c'est pas de l'art, mais voilà, le cinéma c'est de l'art et en même temps c'est de l'art cher, quoi. Il y a de la technique, parce qu'on a un métier qui est quand même, oui, techniquement, même les caméras c'est des choses très techniques, le son c'est des choses très techniques, et l'image numérique, les effets visuels c'est très technique. Et puis il y a une très grosse partie artistique, bien entendu, parce qu'on peut faire des effets impressionnants, mais pas touchants, et on peut faire des effets pas forcément impressionnants, mais touchants. Voilà, c'est aussi quelque chose qui sert à raconter l'histoire, à transmettre des émotions. C'est ça qu'il faut, que j'essaie de jamais oublier. La meilleure capacité que j'ai pour faire ce métier, c'est l'empathie. Parce que bien sûr, il faut communiquer, mais il faut surtout comprendre. Il faut surtout anticiper sur ce qui va être dit ou sur ce qui va être fait. Donc on a besoin d'être empathique pour comprendre ce que veut le metteur en scène, bien sûr, mais même pour comprendre ce qui va arriver dans l'heure qui suit quand on est sur un plateau, et pour comprendre tout ce qui n'est pas dit par les gens qui ne sont pas des communicants. Alors les graphistes ne sont pas des communicants en général. C'est un métier solitaire, hein, forcément. Et les metteurs en scène le sont parfois, ne le sont pas pour certains d'entre eux. Donc il faut s'adapter. Je passe beaucoup de temps à discuter, à écrire. En fait, à une certaine époque, dans l'équipe, on avait une blague, on disait qu'on était graphiste Excel. Parce qu'effectivement, à un moment donné, on se retrouve à faire beaucoup plus de tableurs,
voilà, quand on est devant l'écran. Et puis la partie devant l'écran se réduit aussi parce qu'on fait beaucoup de réunions avec les chefs de poste, avec les réalisateurs, avec la prod, on fait des présentations. Donc on est beaucoup à regarder des plans, à regarder des images, à faire des comptes rendus ou à participer à des comptes rendus. En tout cas, voilà, c'est vraiment un boulot où on est en charnière en fait entre différents interlocuteurs, quoi. Les inconvénients de ce métier, c'est comme pour la plupart des métiers du cinéma, avec peut-être quelques petites spécificités, mais globalement, c'est un métier où on se remet en question tout le temps. Donc on est jugé tout le temps. Chaque jour, on fait un truc, les gens vous regardent, ils vous jugent. Parfois, ça peut être pénible, hein, la pression donc ça génère du stress, c'est fatigant. On ne peut pas se reposer sur ses acquis, il faut tout le temps être sur le coup, quoi. Alors c'est très étrange, point négatif, j'ai même pas pensé au stress. Oui, c'est étrange. Ça doit tellement faire partie du truc en fait qu'à la fin c'est totalement invisible. Ce qui est particulier en fait, c'est plutôt les coups de pression. C'est qu'en fait la pression peut monter très vite, spécialement sur un plateau, parce qu'on a beaucoup de personnes réunies ensemble en vue d'une mission précise, mais la plupart de ces gens en fait ont bossé avant, vont bosser après, mais sur le moment ne bossent pas, ils sont en attente. Et donc en fait en contrepartie de cette attente, qui peut sembler un peu oisive, le moment où en revanche on a vraiment besoin d'eux, là c'est très extrême, c'est-à-dire que vraiment il y a une demande d'efficacité qui est très exigeant. Et puis on doit s'exécuter devant toute l'équipe, hein. On est souvent amené à être en déplacement, donc à être loin de chez soi, à l'hôtel, l'extérieur, loin de sa famille, loin de chez soi, donc ça c'est quelque chose qui compte quand même, hein. On voyage quand même pas mal, on est assez régulièrement en déplacement. Alors selon qu'on est abonné au pays de l'Est ou qu'on a la chance d'aller en Afrique du Sud ou aux États-Unis, on va trouver que c'est un point négatif ou un point positif. J'aime bien travailler avec des équipes différentes, des réalisateurs différents, des univers différents, de passer voilà, de la Mongolie en 69 à... le dernier film, ça se passe dans un passé lointain de la Chine, voilà, et c'est pas du tout pour le même public. Ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Le truc de dire, ah, ouais, il veut montrer ça, alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour que ça soit à la fois visuellement efficace, que ça raconte l'histoire, que ça plaise à mes étudiants, et en même temps que ça puisse plaire à ma mère. Et ce qui est extraordinaire dans le cinéma, c'est qu'à chaque fois on recrée un monde, on recrée un univers. Donc je ne sais plus qui disait que le cinéma c'est l'occasion de vivre 1000 vies, mais donc on ne les vit pas devant la caméra, mais même derrière en fait, on y participe. Et chaque film c'est une nouvelle expérience de vie. On s'approprie aussi un petit peu le film forcément. Chaque film est un prototype, donc chaque film est une aventure, donc chaque problème est à inventer, est à résoudre. Donc on est tout le temps confronté à la nécessité de trouver des solutions à des problèmes. Comme en général on y arrive, c'est satisfaisant, ça procure des grandes satisfactions. Pour la supervision, c'est clair qu'il n'y a pas d'école, parce que ça m'est arrivé de temps en temps de tomber sur des jeunes qui disaient « Bon alors qu'est-ce que je peux faire est-ce que je peux faire un stage de supervision ?» Ah, déjà ça c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des écoles de supervision? Ben non. Donc en fait c'est juste un aboutissement au bout de plusieurs années de pratique du milieu, d'expériences cumulées, et à un moment donné, on se retrouve en situation de prendre en charge un projet. Mais il faut commencer en travaillant sur les plans, donc soit par la 3D, soit par la 2D, peu importe en définitive l'horizon d'origine, hein. Mais petit à petit, en fait, on va être amené à gérer une équipe pour faire telle tâche, et puis ensuite à s'intéresser à un projet qu'on doit deviser, donc ce faisant à participer à des réunions avec le client, et puis ce faisant à être appelé sur le plateau et aller sur le tournage. Et puis là, c'est la voie qui petit à petit mène à la supervision. Si j'ai un conseil, je dirais apprenez à regarder. Bon, ce qui est déjà pas évident, hein. Parce qu'on apprend à lire, on apprend à écrire, on n'apprend pas à regarder. Quelqu'un qui est capable de regarder une image et de dire ce qui ne va pas dans l'image, précisément où, c'est quelqu'un qui a déjà fait 80% du travail. Il faut une culture du cinéma au sens large. Donc de l'histoire du cinéma, des techniques narratives du cinéma, c'est vraiment un ensemble. Et puis il faut avoir vu beaucoup de films
parce qu'on a une grande diversité d'auteurs et de réalisateurs en France, et de l'un à l'autre, les références sont très diverses. Moi, je pense que c'est un métier qui est bien entendu appelé à se développer, qui est... là, je vois en effet Luc Besson qui tourne Valérian. Valérian est tourné en studio sur fond bleu à 98%. C'est-à-dire que pratiquement tous les plans, même s'il y a du décor et tout ça, et que sans doute les gros plans ne seront pas vraiment truqués, mais quasiment tous les plans seront truqués au final. Et c'est de plus en plus fréquent. Donc c'est un métier qui va prendre de l'importance, plus qu'il n'en a aujourd'hui encore.